Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, la nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Entrepreneurs, artistes, responsables communautaires ou encore dignitaires et politiques, venez découvrir les parcours singuliers de celles et ceux qui font vibrer la francophonie locale. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Didier Leclerc. Tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Une interview dans le cadre de notre nouveau projet Nos francophones ont du talent, un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnalités qui font briller la communauté francophone par leur talent et leur dévotion. Bonjour Didier, comment tu vas? Ça va très bien, Nathalie. Merci de m'inviter. C'est très sympathique. Écoute, moi, je suis très heureuse de t'avoir avec nous parce qu'on va pouvoir découvrir qui se cache derrière Didier Leclerc. On va pouvoir retracer un petit peu ton parcours aujourd'hui. Alors, avant toute chose, Didier, est-ce que tu peux nous te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105.1, ceux qui le peuvent, dirais-je, qui te connaissent peut-être pas encore, et puis nous dire un petit peu où tu es né, d'où tu viens? Eh bien, mon vrai nom est Didier Kabagema. C'est un nom rwandais. Je suis né à Montréal, de parents donc de nationalité rwandaise. Et très jeune, extrêmement jeune, encore bébé, je suis parti du Canada et mon père est allé dans différents pays d'Afrique où j'ai grandi. Et c'était la fin des années 60 et il a été engagé à l'OMS, ce qui est l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'était un docteur en médecine. Et pour son travail, pour la santé publique, il a été donc envoyé dans différents pays d'Afrique. Là où j'ai grandi, il s'agit du Togo, du Gabon, du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Congo-Brazzaville. Et donc, dans ces pays-là, j'ai vécu et aussi j'ai été au lycée. La plupart du temps, c'était des lycées français parce que mes parents voulaient qu'on garde le même niveau, sachant qu'ils allaient déménager. Il s'agissait de pouvoir aller dans une institution qui avait le même niveau. Par conséquent, nous avons, avec mes deux sœurs, j'ai deux grandes sœurs, nous avons donc vécu dans différents pays d'Afrique et à 18 ans, à 19 ans, j'ai décidé de revenir au Canada, que je ne connaissais que par quelques images et aussi parce que quelquefois, ma mère m'emmenait au centre culturel pour voir des documentaires sur le Canada. C'est comme ça que je suis revenu. Et étant donné que la seule famille que j'avais se trouvait à Toronto, un oncle, le grand frère de ma mère, il a été donc pas question pour moi de m'aventurer seul au Québec. Et donc, j'ai atterri chez cet oncle qui parlait même un peu plus anglais que français à cause de la diaspora et parce que son exil s'était fait plus dans des pays anglophones, Ouganda, Kenya. Et donc, c'était des retrouvailles avec cet oncle que j'avais croisé de temps à autre. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Toronto. Voilà. Alors justement, tu parlais de ton enfance qui a été, tu as grandi dans différents pays. En général, c'est une richesse. Plus on visite de pays, plus on voyage, plus on est riche de la culture de ces gens qu'on peut rencontrer. Justement, je me demandais, est-ce que tu pourrais nous raconter un souvenir d'enfance? Oui, je peux raconter plusieurs, mais disons, on va se contenter d'un ou deux. Je dirais que euh, j'avais deux mondes. J'avais le monde de l'école, qui était un monde avec des petits-enfants, bon, français de France, mais pas seulement. Il y avait des petits-enfants africains, quelques-uns aussi. Et il y avait le monde du quartier. J'étais un fervent bon, comme tout gamin, joueur de football. Donc, ce que je faisais, c'est qu'avec les copains, on allait jouer dans le quartier. Et je me souviens très bien, non seulement de nos parties de foot, mais aussi de la saison des mangues. Il s'agissait, quand les mangues étaient mûres, d'essayer de le faire tomber des arbres. Et c'était très marrant de pouvoir le faire avec des copains et de pouvoir manger ces mangues que je trouve aujourd'hui au supermarché, mais que je cueillais
facilement avec mes copains dans le quartier, tout simplement en essayant de les faire tomber. C'est un joli souvenir, ça. C'est rigolo que tu parles de ça. Alors justement, on va rester encore un petit peu dans cette période de ton enfance. Est-ce que tu te rappelles si tu avais un rêve quand tu étais enfant, toi qui as pu voyager justement dans plein de pays, en général, c'est vrai que ça fait développer l'imaginaire des enfants et quand on est jeune, on a tendance à se faire plein de plans sur la comète, de dire quand je serai plus grand, je serai astronaute, je serai ci, ça, ça. Est-ce que toi, tu avais un rêve ou est-ce que tu savais déjà vers quel genre de carrière tu voulais te tourner? Très tôt, j'ai su que je voulais être écrivain, que je voulais écrire des livres. Bien sûr, quand j'étais tout petit, il y a eu quelques tentations dans la musique ou quelque chose comme ça. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai vite compris que les livres m'attiraient, que les mots m'attiraient. Je dirais que vers 10 ans, 11 ans, c'était déjà clair que je passais mon temps à fouiller dans les dictionnaires pour apprendre des nouveaux mots. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéressait très tôt. Et donc, je voulais écrire des livres. Je ne disais pas être écrivain, je disais je voulais écrire des livres. Et donc, c'est étonnant parce que après, quand j'ai rencontré, j'ai quelques amis qui ont grandi avec moi, un du Gabon, qui est maintenant à Montréal depuis pas mal d'années, et qui m'a confirmé, comme d'ailleurs ma sœur me l'a confirmé, que je disais tout le temps que j'allais être écrivain, et puis que je voulais écrire des livres, et que c'était ça que j'allais faire quand je serais grand. Donc, c'est quelque chose qui m'habitait depuis longtemps, et je le confiais aux autres, mais comme ça, en le disant entre deux phrases, sans pour autant insister tant que ça, mais assez pour qu'ils remarquent que j'étais sérieux. Et donc, aussi, ce qui m'a convaincu, c'est que j'étais nul en maths. J'étais extrêmement nul en maths. Et je me disais, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aller dans les lettres. Parce que tous les professeurs de mathématiques de mon lycée, quand je les rencontrais pour la première fois, j'étais triste parce que je savais que ça allait mal aller entre nous. Donc, on avait beau être sympa, mais à un moment donné, si vous n'y comprenez rien, le prof, il s'énerve. Et je me disais, bon, voilà, un autre monsieur ou une autre dame qui va s'énerver contre moi parce que je n'y comprendrai rien, bien sûr, comme d'habitude. Alors, ça a été ma bête noire, les mathématiques. Ça me fait rire, en fait, je souriais quand tu disais tout ça parce que j'ai moi-même eu de grandes difficultés en mathématiques tout au long de ma scolarité. Et justement, je rejoins ce côté, on a beau être sympathique, malheureusement, quand on est nul dans une matière, mis à part venir avec notre plus beau sourire et notre meilleure capacité de rien dire pendant toute l'heure, on peut pas faire grand-chose. Et je me rappelle justement avoir des communications, enfin des contacts avec certains profs de maths, de chimie, enfin tout ce qui avait attrait à matière un peu scientifique, qui me disaient pareil, on comprend pas comment vous pouvez être aussi bonne dans certaines matières et aussi nulle dans d'autres matières. Donc ça me rassure un petit peu, Didier, de voir que je suis pas la seule avoir eu ce gap entre les deux. Mais justement, si tes professeurs de mathématiques n'étaient pas forcément très fiers de ton parcours scolaire en maths, qu'est-ce qu'ils disaient tes professeurs des matières littéraires quant à eux? Ils devaient être plutôt contents de tes résultats. Oui, il y avait des professeurs qui m'encourageaient, qui trouvaient que j'avais de bonnes notes, de bonnes aptitudes. Et je me souviens encore d'un professeur qui discutait avec les élèves et à un moment donné, bon, j'ai sorti une expression, mais j'étais genre en 5e année du secondaire, mais l'expression était extrêmement châtiée. Et elle était très surprise, mais elle m'a dit, eh bien, dis donc, je vois que tu connais hein, ton vocabulaire. Je dis, oui, madame, ça me passionne. Et donc, disons que c'est quelque chose, ils m'ont toujours encouragé, les professeurs de français, ils trouvaient que j'avais beaucoup d'aptitudes et qu'il fallait que je continue. Donc, quand mes parents voyaient les profs de français, c'était toujours très bien. Mais quand ils voyaient les professeurs de mathématiques, c'était toujours très mal. Alors, c'était complètement le jour et la nuit.
Et est-ce que tu te rappelles des premiers essais, peut-être, de tes premiers gribouillages en tant qu'auteur, en tant qu'écrivain? Peut-être que ça remonte déjà à cette époque où tu avais peut-être une dizaine, douzaine d'années. Est-ce que tu te souviens justement de la première chose que tu as pu écrire? Absolument, j'ai gardé le cahier. J'ai le cahier avec moi. Et ce qui est très drôle, je rigolais, ça fait peut-être un an de ça, je montrais ça à ma famille, à mon épouse et à mes enfants. Je disais, regardez, j'ai pris, mes parents m'ont acheté un cahier pour justement faire des mathématiques et réviser. Et si vous voyez les premières pages, c'est la géométrie. Alors, il y a des triangles, delta, des lignes. Et puis tout d'un coup, boum, c'est la poésie. Alors, j'ai les premiers textes carrément devant moi et c'est drôle parce que ça date du début du secondaire. Alors, c'est tellement cocasse que j'ai gardé le cahier et que je l'ai encore. Et du coup, c'était un amour pour la poésie au début qui t'a amené peut-être vers l'écriture? Absolument, oui, j'ai commencé par la poésie. La poésie, je l'adore, je continue à l'adorer. Et c'est par le truchement de la poésie que je suis arrivé à la prose. D'ailleurs, ceux qui me lisent attentivement remarquent que mes textes sont très, très lyriques et souvent ils voient dans mes images des images très poétiques. C'est parce que je ne suis pas entré dans la littérature comme un intellectuel torturé. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait le beau mot, qui aimait tout ce qui est onirique, tout ce qui est rêveur, tout ce qui est sentimental et poétique. Et donc, c'est par là que je suis entré et j'y reste. Et donc, c'est pour ça que je dis que, bon, j'ai commencé par la poésie et je dois à cela rendre gré à ma famille parce que au début, comme j'étais gamin, je me cachais pour écrire. J'avais un peu honte, j'étais un peu gêné. Et petit à petit, ma mère a trouvé mes textes et elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit, elle a fait comme si rien n'était. Et ce qui était la meilleure des choses à faire. Et donc, un beau jour, bon, je lui ai dit que j'écrivais, elle a dit qu'elle savait, et puis que voilà, elle avait trouvé mes papiers dans tel endroit, et c'est tout. Et elle m'a dit, bien, continue, c'est tout, voilà. Et c'est ça ça m'a complètement lancé. Je me suis dit, bien, je suis tombé dans la bonne famille. On ne se raille pas, on ne se moque pas du petit gamin qui écrit des textes. Et ça a continué comme ça, quoi. Est-ce que justement tu lisais à ta famille, à tes grandes sœurs, à ton père, à ta mère, les textes que tu lisais ou justement tu avais ce côté un peu peut-être timide? Parce que c'est vrai que quand on écrit quelque part, on montre aussi ce qu'on est au fond de soi, les idées qu'on a au fond, plus profond de sa tête. Et des fois, c'est pas comme un secret, mais c'est des trucs qu'on n'a pas forcément envie de dévoiler par pudeur des fois. Et je me demandais justement si toi, au contraire, t'avais vu que ta mère t'avait ouvert la porte justement sur cette passion en disant, on sait que tu écris mon fils, on sait que tu écris dans ton livre de géométrie d'ailleurs. Est-ce que justement il y avait ce côté un peu pudique ou au contraire, tu étais fière justement de pouvoir leur lire un petit peu ce que tu écrivais? Oui, ça m'arrivait de leur lire quelque chose que je trouvais très bien, que j'ai beaucoup aimé, à mes frangines, à ma mère, à mon père. Il arrivait que je lise des textes. La plupart du temps, c'était surtout mes copains qui finissaient par écouter tous mes textes parce que je me sentais encore plus à l'aise avec eux. Mais de temps en temps, oui, je lisais des textes à mes sœurs, notamment à une d'entre elles qui était bien plus proche de moi parce qu'on avait à peine 2 ans de différence. Et donc, oui, je n'ai jamais eu tellement de gêne du moment où le texte, je le trouve beau, il me plaît, je trouve que je l'ai réussi. Bien, je suis prêt à le lire presque à n'importe qui. Alors justement, moi je me demandais parce que c'est vrai que quand on se lance dans une carrière artistique, parce que je trouve que un auteur pour moi c'est quand même quelque chose d'artistique, il y a quelque chose de pas commun entre guillemets, tout le monde n'est pas capable de pouvoir coucher sur le papier des mots qui sonnent juste et d'en faire une histoire. Moi j'ai toujours trouvé que les auteurs avaient ce côté un petit peu artistique quoi qu'il en soit. Et je me demandais si dans ton parcours d'écrivain, tout au long de ta carrière, tu as pu rencontrer des obstacles et si oui, quels étaient-ils? Bien, la plus grande, le plus grand obstacle que j'ai rencontré, c'est de pouvoir être publié la première fois.
ça a été le parcours du combattant. J'écrivais et je mettais sur ma table la pile de rejet, des lettres de rejet, de refus. Et j'avais deux grandes piles sur ma table. Et ma femme, qui n'était pas encore ma femme, me demandait, mais pourquoi je les garde? Je disais, parce que ça me donne encore plus de courage en me disant, bon, mais quand j'y arriverai, eh bien ça, là, je pourrais m'en débarrasser. C'est pour me donner du courage. Alors, oui, ça a été le plus grand défi, à mon avis. Ce n'était pas écrire parce que ça me venait presque naturellement. J'arrive à écrire assez vite et assez bien, Dieu merci. Mais c'était de pouvoir trouver une maison d'édition. Et la première des choses, c'était le fait que quand on est, parce que j'ai commencé à chercher à publier quand j'étais déjà au Canada, et j'ai commencé par quelque chose que j'ai trouvé un peu pas bête, mais presque inutile, c'est d'essayer d'envoyer mes manuscrits en Europe, en France. Et j'ai toujours eu des refus, des refus, des refus. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, on va essayer plus proche. J'ai essayé au Québec. Là encore, des refus et des refus. Et là, j'ai dit, bon, Didier, essaye près de toi, parce que peut-être qu'ils connaissent plus ta réalité, ils comprennent mieux ce que tu essayes de dire, ton monde où il y a des anglophones, il y a des francophones, il y a des gens d'un peu partout. Eux savent parce ils sont en plein milieu avec toi. Alors essaye. Alors c'est ce que j'ai fait. Et finalement, une maison d'édition m'a répondu. Au début, elle m'a dit, on aime ce que tu as fait. Il s'agissait de Toronto, je t'aime. Euh, si tu, euh, si tu changes telle chose, tu corriges telle chose, envoie-le nous à nouveau, ton manuscrit, et on va le publier. Et moi, je me suis arrêté à la première phrase. On aime ce que tu fais, si tu corriges ça, ça. Et je me suis dit, bon, ils vont pas le faire. Ils me disent pour m'encourager, mais ils vont pas le faire. Et mon épouse m'a dit, non, c'est positif. Ça veut dire qu'ils veulent le faire. Et donc, je l'ai envoyé. Et en effet, ils ont tenu parole. C'était vraiment, ils avaient vraiment aimé, ils voulaient le publier. Alors, ça a été un très grand jour dans ma vie, hein. J'ai gardé la lettre d'acceptation pendant très longtemps. Et qu'est-ce que tu as fait de toutes les lettres de refus alors? Toutes Je ces les ai grandes jetés piles. parce que c'était une libération. Je les ai jetés. Un feu de Bengale avec. Voilà, j'ai un petit feu et puis bon, voilà, c'était parti. On a pu essayer de sortir comment dire, ce mauvais signe qui nous pendait sur la tête. Et donc maintenant, on est libéré. Tu avais brisé la prophétie justement et du On a coup, c'était brisé le la moment. prophétie. Voilà, merci. Ouais. Alors, je me demandais justement, tu parlais de Toronto, je t'aime. C'était il y a plus d'une vingtaine d'années déjà, comme quoi le temps passe vite. Mais les écrits restent. C'est ça qui est beau avec l'écriture aussi, c'est que peu importe le temps qui passe, les écrits restent. Je me demandais justement, c'était quoi le déclic pour toi pour te lancer dans cette aventure, pour commencer à écrire ce livre? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Eh bien, j'ai commencé par avoir l'envie d'écrire, de mettre parce que à l'université, j'ai croisé beaucoup de gens de ma couleur, mais venus des Antilles. Et je trouvais qu'il y avait une sorte de non-dit, une sorte de contentieux entre nous. On s'entendait bien, mais il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et je le sentais, je suis très intuitif. Et donc, j'ai senti ce besoin de mettre dans un appartement un Africain et des Antillais pour voir comment est-ce que ils vont interagir. J'avais une idée parce que j'avais interagi avec eux. Et donc, je me disais, bon, je vais voir, je vais faire ça. Donc, c'était ça l'idée de base, pouvoir mettre des Antillais et des Africains dans un appartement et les voir interagir. Mais en commençant mon roman, que j'ai écrit sur une machine à écrire, parce que en 2000, les ordis étaient, pas en 2000, en 1998, les ordis étaient extrêmement chers pour quelqu'un qui sortait de l'université.
Alors, je suis allé acheter une machine à écrire. Là, si les gens connaissent, je ne sais pas, la rue Yang, la grande rue Yang, près de Bloor, il y avait des magasins comme ça encore à cette époque. Et donc, je me suis assis et j'ai dit, bon, je commence. Et quand j'ai commencé, ce qui est bizarre, c'est que la ville s'est imposée à moi. Toronto s'est imposé à moi. Je me suis mis à écrire et toutes les premières pages et tout ce qui est sorti, eh bien, je voulais absolument parler de la ville et je voulais me confier à ce perroquet. Dans le livre, il y a un perroquet à qui je m'adresse, le narrateur s'adresse, et ce perroquet a existé parce que dans mes pérégrinations en Afrique, à un moment donné, j'ai eu un perroquet au Gabon. Et donc, je lui ai parlé, et il s'appelait Clo-Clo à cause de Claude François. Et donc, je me suis assis plutôt et je me suis mis à écrire. Et c'est comme ça que la ville s'est imposée à moi. Et l'histoire des Antillais et de l'Africain sont rentrés dans la même histoire. Donc, il y a eu un déclic comme ça. Et elles se sont mélangées en quelque sorte. Et c'est comme ça que j'ai écrit Toronto, je t'aime. Quels ont été les premiers retours que tu as eus une fois que ton livre il a été publié? Parce que, voilà, on va rappeler aux auditeurs de chaque FM 105.1, l'écriture d'un livre, ça ne se fait pas en 2 jours, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. D'ailleurs, combien de temps t'as pris pour l'écrire, ce livre? En gros, 2 ans. 2 ans, et puis après, il y a toute la phase de publication aussi qui a dû prendre un certain temps, puisqu'il y a eu quelques retouches, Oui, comme tu disais un petit peu avant. oui, oui, c'est ça, oui. Il y a eu quelques retouches et donc, oui, 2 ans et demi à peu près, c'était fait, quoi. C'était totalement fait. Et quels étaient les premiers retours que tu as pu entendre sur ce livre au tout début? Eh bien, tu serais vraiment surprise, Nathalie, parce que je l'ai écrit et je n'y ai plus tellement pensé. Je te le dis honnêtement. C'est-à-dire que j'étais extrêmement content d'avoir écrit ce livre, bien sûr, ce roman. Mais je n'ai pas suivi son développement dans le sens où la maison d'édition m'a fait, bien sûr, aller dans des salons du livre et je suis allé. Mais en tant qu'écrivain de l'Ontario français, je n'ai pas eu énormément d'écho. Je me disais, bon, c'est pas grave, de toute façon, il fallait que ça sorte. Et un beau jour, parce qu'en ce temps-là, j'avais des enfants en bas âge et ma femme et moi, on courait à gauche, à droite quand il fallait aller les chercher et tout ça. Et en rentrant le soir d'une journée hivernale d'ailleurs, il y avait un message au téléphone et c'est ma femme qui l'a pris pour vérifier les messages. Et mon éditrice me disait, tiens Didier, il faut qu'on te dise, ton livre est sélectionné pour le prix Trillium, dans les finalistes du prix Trillium. Je ne savais même pas qu'il les avait envoyés comme livre possible pour le prix Trillium. Alors, c'est là où je me suis rendu compte de, de, de l'importance du roman et de ce que je venais de faire. C'est là où vraiment je me suis rendu compte que même si au fond de moi, je savais qu'il était original, mais je me disais, bon, écoute, c'est original, c'est vrai, mais bon, on est en Ontario français, je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de gens qui feront attention à ça. Mais c'est ce qui s'est passé et c'est là où je me suis rendu compte et ça a été un choc. Parce qu'à partir de là, alors là, les réactions ont été multiples. L'Express de Toronto a écrit sur le livre. J'ai eu un monsieur du Globe and Mail qui m'a contacté, même s'il était francophile, même s'il était anglophone au départ, il voulait absolument faire un papier là-dessus. Et il a fait un papier là-dessus. Et c'est drôle parce que je venais de quitter Radio-Canada et pour la petite histoire, j'ai quitté. C'est pas que je voulais quitter. Il y a eu des compressions et ils m'ont renvoyé en quelque sorte. Mais quelque temps après, en voyant l'article sur mon livre dans le Globe and Mail, ils sont tombés de leur chaise en disant mais qu'est-ce qu'on a fait là?
C'était trop tard parce que moi, je devais continuer. Alors, mais en effet, c'était une belle revanche en quelque sorte parce que, bon, voilà, ils ouvrent parce que ils doivent ouvrir leurs journaux pour trouver des nouvelles et qu'est-ce qu'ils voient leurs anciens collègues dans le Globe and Mail. C'était incroyable, c'était vraiment une aventure extraordinaire, je dois l'avouer. Et j'ai de très bons souvenirs à partir de là, de ce roman. Il m'a comblé. Il m'a comblé. Et d'autant plus que tu parlais de ce prix Trillium, et tu l'as remporté, il me semble, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, je l'ai remporté. C'était ma première fois d'être d'être en lice. Et j'étais avec des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience, qui avaient plusieurs livres à leur titre. Et donc, je me disais, bon, c'est déjà pas mal que je sois finaliste. Et j'étais dans mon nouveau travail et la dame qui s'occupe du prix Trillium m'a contacté en me disant, écoute Didier, est-ce que tu es assis? Je dis oui, bien, tu l'as. C'est à toi on a donné le prix. Et bon, j'étais vraiment aux anges. Je ne pouvais plus travailler après. C'était très difficile. Et donc, oui, c'était une très belle surprise parce que il détonne. C'est pas un livre comme les autres. Il détonne. Il parle de l'avenir. Il parle de ce qui se passe en fait jusqu'à présent avec les nouveaux arrivants, avec la pulsion vraiment de Toronto, de ce qui se passe ici, les sentiments des gens qui viennent d'arriver, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. Donc, non, c'était complètement détonnant et je crois que le jury a vu ça. Il a compris que bon, il y a une nouvelle page qui se tourne et il y a quelque chose qui arrive. Il ne faut pas qu'on rate le coche. Et Dieu merci, parce que depuis lors, j'ai essayé de l'avoir encore, j'ai pas réussi. J'ai été finaliste à quelques reprises, mais jusqu'à présent, non, pas réussi. Et justement, fort de ce prix et de cet engouement autour de ce livre, tu en as écrit d'autres après, justement. Alors peut-être que même si tu l'avais pas remporté, ce prix, peut-être que tu aurais quand même continué à écrire des livres parce que c'est pas les distinctions qui nourrissent les artistes, les écrivains en général. Mais parle-nous un petit peu de la suite. Comment justement, après un engouement comme ça, avec un livre qui a eu le succès qu'il a eu, on se remet à l'écriture? Parce que tu disais qu'au début, tu l'as écrit, puis pouf, il est un peu sorti de ta tête comme si c'était juste une lettre à la poste qui est passée. Et puis au final, tu te rends compte que ce livre, non seulement il plaît à la critique, mais il plaît aussi au public. Du coup, est-ce que ça t'a pas mis la pression pour la suite, justement? Pas du tout, pas du tout. En fait, c'est très intéressant la question dans le sens où euh, j'ai, en ce qui concerne la littérature et les romans, je ne sais pas comment dire ça sans avoir l'air immodeste. C'est-à-dire, j'ai très confiance en moi. Si j'offre un manuscrit, c'est qu'il vaut la peine. Sinon, je ne l'offre pas. C'est aussi bizarre que ça, mais j'ai très confiance en moi. Et quand j'ai fini, j'ai sorti ce livre, je savais que j'allais écrire d'autres livres parce que c'est ce que j'aime faire. Mais ce qui est certain, c'est que je me disais, je ne savais pas combien de livres j'allais écrire. Ça, là-dessus, je ne savais pas si j'étais un écrivain à long terme, à moyen terme ou à court terme. Ça, c'est ça la grande question. Je me disais, je sais que je vais écrire des livres, mais est-ce que, bon, peut-être c'est de la poésie que je vais écrire, que je vais finalement préférer la poésie, ou alors que, bon, 2 ou 3 livres, et puis voilà, après, salut la compagnie, je suis satisfait. Non, non, j'ai découvert à mon grand étonnement qu'en fait, non, je suis le genre qui écrit, mais vraiment à long terme et qui ne se lasse pas du tout d'écrire des livres, pas du tout. Et donc, le deuxième livre, je disais, quand j'ai eu le prix Trillium, j'ai dit à mon cousin Serge, qui est très proche de moi, je lui ai dit, écoute, tu sais, il n'a encore rien vu, hein, je n'ai pas fini, je fais que commencer. Et il a bien rigolé. Et en effet, c'est vrai, je le disais, mais c'est vrai, le deuxième livre est sorti 3 ans après, il a été finaliste du prix du gouverneur général, et chose qui est rare parce que dans le pays dans lequel on est, les minorités visibles n'ont jamais vraiment eu le prix du gouverneur général pour le roman. Mais être finaliste, c'était déjà pas mal.
Et donc, j'ai continué comme ça et petit à petit, 3, 4 livres, 5 livres. Et j'ai vu que mon imagination ne s'arrêtait pas et que, en effet, je suis un écrivain à long terme. Et je crois que quand je partirai, quand je quitterai cette terre, il y aura sûrement dans mes tiroirs 1 ou 2 manuscrits que peut-être un de mes enfants va dire, bon, mais écoute, peut-être qu'on devrait l'envoyer à un éditeur parce qu'il en reste 1 ou 2 quelque part. Alors oui, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec le temps que je peux écrire sans arrêt. Mais justement, qu'est-ce qui t'inspire après toutes ces années? Qu'est-ce qui fait encore que tu prends la plume, enfin plutôt le clavier maintenant, parce que c'est vrai que on est loin maintenant de ta machine à écrire, même si peut-être qu'elle est toujours quelque part au fond d'un placard, peut-être que tu l'as gardée, mais je pense que maintenant tu es plus sur un ordinateur portable, un peu plus en mode 2020 et 22 même maintenant. Mais je me demandais, voilà, justement, qu'est-ce qui te donne encore cette fibre de pouvoir écrire, de te donner encore des idées? Qu'est-ce qui t'inspire, Didier, quand tu écris? Eh bien, d'abord pour la machine, en effet, je l'ai gardée. Il y a quelques jours, j'ai fait une petite vidéo que j'ai mise sur Facebook parce que on a relancé le Toronto Je t'aime, a été republié par les éditions Terre d'accueil. Et pour faire un clin d'œil aux gens qui aiment ce livre, j'ai sorti ma machine et j'ai tapé dessus. Et elle marche très bien encore. C'est une machine Brother, ironique, hein. Et donc, oui, ce qui m'inspire, je dirais que ce qui m'inspire le plus, c'est ce que je lis, ce que je vois. Par exemple, pour le deuxième roman, il s'agissait d'un docteur qui ne pouvait pas pratiquer la médecine au Canada et qui le faisait clandestinement parce qu'il ne voulait pas abandonner sa profession. Et donc, c'est quelque chose que j'avais vu dans les journaux. J'avais vu que beaucoup de médecins étaient chauffeurs de taxi. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait un personnage chauffeur de taxi la nuit, mais qui aussi, de temps en temps, va voir sa communauté et les soigne, parce que sa communauté le tient toujours comme docteur. Ils l'ont connu docteur au pays d'origine et il est docteur pour toujours. Alors, il y a ça qui m'a inspiré, mais il y a eu aussi, bien sûr, les exilés, les immigrants qui essayent de traverser la Méditerranée. J'ai eu envie d'écrire là-dessus. Il y a aussi il y a eu des livres qui ont été inspirés par le Grand Nord, parce que j'ai lu des livres d'un écrivain danois qui parlait du Grand Nord. Et ça m'a beaucoup plu. Et je pensais au Grand Nord canadien, donc le 60e parallèle, et ce qui se passe là-bas. J'ai campé mes personnages dans une petite bourgade, une petite communauté du Nord. Je me suis renseigné sur ce qui se passait là-bas. Et j'ai écrit avec un personnage de la GRC et ce qu'il rencontre, ses défis et les Premières Nations. Et donc, il y a ça qui m'a beaucoup inspiré. Donc, je prends mon inspiration de ce que je vois comme film, comme de romans que je lis. C'est toujours quelque chose qui m'a frappé, qui m'a habité. Et après, ça finit par faire un roman. Et est-ce que c'est un peu imprévu? Tu te mets devant ton écran et tes doigts glissent sur le clavier, ou au contraire, tu es quelqu'un de très structuré où tu fais comme un schéma à peu près de ce que tu voudrais écrire avec plus ou moins une idée de comment le livre sortira à la fin? Non, moi, je ne suis vraiment, il faut que tu saches, je ne suis pas du tout rationnel. Je ne suis pas capable. Alors, tu me mets un tableau, tu me perds. Alors, c'est aussi Parce qu'on simple en que revient ça. aux maths, en fait, c'est ça, le Oui, tableau te on en rappelle revient les aux maths. maths. Donc, certains de mes collègues disent, ah oui, je fais un plan, je suis le plan et tout. Moi, je fais pas de plan. Je m'assois devant mon ordi maintenant et j'y vais tout simplement et ça sort. J'y ai pensé. Donc, j'ai une idée de où je veux aller et petit à petit, je déroule le fil rouge qui continue jusqu'à la fin. Et j'ai rarement besoin de changer, d'interposer les paragraphes ou les chapitres. La plupart du temps, les chapitres, l'un suit l'autre et ça continue ainsi jusqu'au bout. Donc, non, il n'y a pas de plan, il n'y a rien comme ça. C'est juste m'asseoir devant ma machine, mon ordinateur et
commencer à écrire l'histoire et la raconter du mieux que je peux. Et justement, est-ce que pour toi qui as voyagé, qui a immigré dans plusieurs pays pour revenir au Canada, pays où tu étais né sans avoir réellement vécu tes premières années là-bas, est-ce que justement pour toi c'est quelque chose qui est peut-être resté et qui donne un peu cette essence à ton écriture, à vouloir représenter des minorités peut-être pas assez visibles, peut-être pas assez représentées dans l'écriture ou dans les médias, peu importe? Eh bien, je ne sais pas, c'est une bonne question parce que je crois que si je dois essayer d'expliquer ce phénomène, je dirais que c'est plus quelque chose qui vient de la famille. C'est-à-dire que mon père était docteur en médecine, comme j'ai dit, mais il est devenu docteur en médecine parce qu'il ne pouvait pas faire Sciences Po. Il avait commencé sciences politiques et en Belgique. Et il a vu ce qui se passait au Rwanda. Il a compris que c'était pas la bonne chose à faire. Et ma mère lui a dit, écoute, tu as un diplôme en sciences de santé, pourquoi tu continues pas là-dedans? Et il a dit, c'était une bonne idée. Et c'est comme ça qu'il est devenu docteur en médecine en Belgique. Mais c'était un homme qui avait énormément de connaissances et d'empathie. Et il voulait tout le temps défendre la veuve et l'orphelin. Et c'était quelqu'un donc qui a, avec ma mère, je crois, qui a insufflé cette idée de parler des minorités, de vouloir tout le temps parler des sociétés qui ne marchent pas, qui sont plutôt boiteuses. Et souvent, ce que je dis à mes amis, c'est que je crois que j'ai eu de la chance de venir au Canada parce que dans les pays du tiers-monde, je ne pense pas que j'aurais fait long feu. Je suis du genre à dire un peu trop directement ce qu'il ne faut pas dire. Et je me dis, bon, heureusement, ici, on me laisse en paix. Mais je crois que si j'avais fait ça, il n'y a pas très longtemps, j'ai un manuscrit, je ne sais pas si quelqu'un va le prendre d'ailleurs. C'est un manuscrit sur le Rwanda et sur le génocide rwandais que j'ai écrit. Et je l'ai envoyé à ma sœur pour qu'elle le lise. Elle était furax. Elle m'a dit, écoute, t'es fou, qu'est-ce que tu fais? T'es au Canada, pourquoi tu écris un truc comme ça? Et j'ai dit, je peux pas m'empêcher. Et elle me dit, mais c'est très beau. Elle me dit quand même que c'est très beau. Et mais quand je lui ai dit que j'allais l'envoyer, je l'ai envoyé à une certaine maison d'édition, elle m'a dit, ah, ils vont pas le prendre, je suis sûr que ils vont se sentir, non, ils vont sentir la pression parce que tout ce que tu dis peut-être ne leur plaît pas ou leur fait un peu peur, peut-être, je ne sais pas. Mais alors, bref, c'est pour te dire que oui, en effet, j'ai cette tendance dans mes articles ou dans mes. Alors, c'est peut-être venu de la famille, c'est peut-être venu de mes parents qui n'étaient pas orthodoxes. C'était pas des Rwandais typiques. Les Rwandais typiques sont un peu, je dirais, barbants. Et je dis pas ça méchamment, hein, ils sont très traditionnalistes. Et mes parents ne l'étaient pas. Ils ne l'étaient pas. D'ailleurs, ils n'ont pas insisté pour qu'on parle la langue maternelle. Donc, ma grande sœur le parle, celle du milieu parlait un peu. Moi, ils ont abandonné, ils ont dit c'est même pas la peine. Et donc, c'était pas des Rwandais typiques. Et donc, ça fait en sorte que même quand je rencontre mes cousins, qui ont des rescapés d'ailleurs, qui vivent ici depuis des années, il y a une sorte de fossé entre nous. On s'aime bien, mais il y a quand même un fossé parce que la façon dont mes parents m'ont éduqué, c'est un peu différent. Donc, ça veut dire que malgré les années qui passent, tu n'as jamais mis d'eau dans ton vin au final. Tes idées, tu as envie Non, de les exprimer telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent. oui, oui, absolument. Je dis souvent des choses, j'écris des choses, et puis bon, c'est sorti, c'est sorti. C'est peut-être pas forcément, ça va pas plaire à beaucoup, mais je peux pas m'empêcher. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que je suis à l'aise à Toronto, parce que à Toronto, il y a tellement de gens d'un peu partout que je me sens capable, ça me donne plus de courage pour pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. Je crois que si j'étais même au Québec, ce serait difficile. Je pense que Toronto est vraiment l'endroit idéal pour moi.
Bah, moi, il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et des fois, justement, en assumant ses idées, ben, on peut faire le tri justement dans les personnes que l'on côtoie et voir avec qui ça match, comme on dit en anglais, et à qui ça matche pas, et savoir dire exactement ce qu'on pense. Moi, je trouve que c'est une belle valeur, justement, de pas se plier justement au diktat de ce qu'on attend et de pouvoir s'exprimer librement. Du coup, je me demandais, est-ce que pour toi, tu penses que d'être libre dans sa parole, est-ce que c'est un défi en 2022 de pouvoir s'exprimer librement, la liberté d'expression, on en est où pour toi? Oui, puis elle a toujours été plutôt menacée, mais disons que au Canada, en Occident, ici dans ce pays, je dirais que oui, il y a énormément de pression. C'est une pression morale. Ce n'est pas une pression, on va venir cogner à votre porte pour vous dire de ne pas dire ce que vous voulez dire, mais c'est une pression morale dans le sens où l'on va essayer de mettre en doute votre moralité, votre capacité d'accepter l'autre tel qu'il est, notamment dans les orientations sexuelles, par exemple. Il y a énormément de pression pour que l'on fasse tout comme les autres, c'est-à-dire si on marque son nom, de marquer her ou his, tout ça, c'est des pressions morales parce que on essaye de faire en sorte que si l'on ne dit pas ça, on est du mauvais côté. C'est ce qu'on sous-entend sans le dire vraiment. Et donc, je dirais que oui, c'était juste pour prendre un exemple, mais oui, il y a énormément de tensions et de pression. Mais c'est la raison pour laquelle, par exemple, un autre exemple que je trouve très ironique et très intéressant, c'est la question du mot noir et du mot haine, qui a rapport avec la négritude. Ce mot est très intéressant dans le sens où je remarque beaucoup qu'il y a des bisbilles et des disputes, mais qui n'impliquent pas les premiers concernés. C'est souvent des disputes entre blancs à propos de si on le dit ou on ne le dit pas. Mais ceux qui sont concernés, on ne leur pose pas tellement de questions là-dessus. J'ai remarqué. Et ça montre, ça révèle justement à quel point, bon, il y a un problème. Il y a un problème de comment on est perçu et l'importance qu'on nous donne. Et donc, oui, je pense qu'en ce qui concerne la liberté d'expression, on marche sur un fil tendu quand même. C'est quelque chose de délicat. Euh, mais si on tient le bon bout du bâton, on doit continuer. Je me souviens, j'ai eu à un moment donné quelqu'un qui m'a demandé justement à propos de pourquoi je m'étais pas. Il m'a pas dit ça comme ça. J'avais mis mon nom, mais j'avais pas mis he, him. J'avais pas mis ça en dessous. Et il m'a dit, mais c'est pas comme ça qu'on fait. J'ai dit, ah bon, mais c'est comment qu'on fait? Et là, il savait pas quoi dire parce qu'il n'osait pas dire ah mais non parce que c'est pas on peut pas obliger. Alors il n'a pas répondu. Il a Il laissé s'est passer. senti gêné. Il s'est senti gêné. Et j'ai dit bon voilà c'est une victoire pour moi parce que voilà tu veux aller jusqu'au bout, allons jusqu'au bout. Et est-ce que tu vas m'imposer ça ou est-ce que j'ai le droit de ne pas le mettre donc vu qu'il n'a pas répondu, j'ai compris que j'avais le droit de ne pas le mettre simplement. Voilà. Alors moi, je me demandais, avant de te demander sur quoi tu travailles en ce moment et de clôturer cette interview, je me demandais si tu avais un conseil à donner à une personne plutôt jeune, peut-être un peu paumée dans sa vie, qui trouve que l'écriture, c'est génial, mais en même temps qu'il y a ce côté un peu, est-ce que maintenant les gens, ils lisent vraiment des livres? Parce que c'est vrai qu'on est dans une ère très numérique, c'est vrai que les gens ont tendance à plus facilement lire en diagonale des articles sur Internet, à scroller comme ça sur un téléphone, des stories sur Instagram ou autres réseaux sociaux qu'on connaît si bien. Est-ce que tu aurais un conseil justement à donner à cette personne qui peut-être nous écoute d'ailleurs, une personne qui a envie d'écrire et qui ose pas? Eh bien, c'est peut-être un secret de Polichinelle, mais moi, ce que j'ai découvert et dont je me doutais que c'était vrai, c'est que on n'a pas besoin de lire une tonne de livres. Il faut lire les bons livres. Je crois que si l'on veut être écrivain, si l'on veut écrire, il faut aller vers les écrivains, les écrivaines qui vous attirent.
ceux qui font en sorte que vous y pensez même la nuit dans votre lit quand la lumière est éteinte, en disant mais comment elle a fait ça ou comment il a fait ça ou il faut aller vers eux. Il faut aller vers eux. Moi, c'était les Romain Gary. J'ai lu beaucoup de Romain Gary, Émile Ajar, et c'était les Américains noirs, James Baldwin, Chester Himes. Euh, je crois que si on fait une sélection de livres qui vous attirent profondément, eh bien, on va pas passer son temps au téléphone on va en faire moins de téléphone, on va consacrer quand même au moins 1 heure à la lecture et à la bibliothèque ou chez soi. Et ça, c'est la meilleure façon d'entrer dans la littérature. C'est vrai qu'il faut lire, mais il ne faut pas penser qu'il faut lire des tonnes, et parce qu'il y a beaucoup que vous n'allez pas aimer, il y en a beaucoup qui vont même vous dégoûter de la littérature. Alors, il faut vraiment aller vers ceux qui vous touchent, qui vous font, vous y pensez, vous dites, mais qu'est-ce qu'il dirait s'il verrait ça? Qu'est-ce qu'il ferait? Qu'est-ce qu'elle ferait? Ces gens qui vous fascinent tant, Anaïs Nin m'a beaucoup intéressé, Maryse Condé m'intéresse beaucoup, des gens comme ça, des gens qui quand vous lisez une citation, vous dites, oh, c'est vraiment beau, il faut que j'aille fouiller, il faut que je cherche, je sorte un livre. Et donc, c'est ce que je dirais, lisez bien, pas forcément énormément, mais lisez bien. Et à partir de là, ça va vous donner envie d'écrire et ça va vous permettre de pouvoir sortir ce que vous voulez sortir. Et donc, c'est le conseil que je donnerais, c'est de lire bien et donc, à partir de là, de pouvoir se lancer dans l'écriture. Justement, en parlant de se lancer dans l'écriture, est-ce que toi, tu t'es lancé dans l'écriture de quelque chose en ce moment? Tu nous parlais de ce manuscrit sur le génocide du Rwanda, justement. Est-ce que c'est ta dernière œuvre, entre guillemets, ou est-ce que dans le placard, comme tu disais, tes enfants, s'ils fouillent, ils en trouvent d'autres? Ah oui, ils vont trouver quelques autres. Mais après celui-là, j'ai écrit un autre. Je me suis lancé dans une histoire euh, pour moi intéressante. À chaque fois, ça me fascine. C'est comme ça que je me lance. J'ai lu un écrivain, je le lis depuis quelque temps. Il écrit des livres d'espionnage et ça se passe durant la Deuxième Guerre mondiale. Et je le trouve très intéressant, il est vraiment fascinant. Il s'appelle Alan First. Et c'est un ancien journaliste. Et je me suis dit, tiens, mais ça m'intéresserait d'écrire ce genre de truc. Parce que je lis beaucoup de livres policiers et de livres d'espionnage. Et je me suis dit, ça m'intéresserait d'écrire ça, mais avec des personnages noirs, en plein Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'ils feraient? Où ils iraient? Et alors là, bon, voilà, je me suis mis à écrire ce roman que j'ai terminé et c'est une histoire rocambolesque qui se passe donc durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un peu de jazz, il y a des gens qui espionnent, il y a des femmes fatales, il y a un peu de tout. Et donc, il y a un prince africain là-dedans aussi. Donc, alors, bref, j'ai écrit ce bouquin qui m'a beaucoup plu. Et je pense que je vais probablement cogner à la porte d'un éditeur en 2023 pour voir si ça les intéresse. Et donc, oui, c'est le dernier. Il y en a quelques autres encore dans mes tiroirs, mais ceux-là, je n'ai pas encore décidé de les ressortir. Donc, on verra la suite. Justement, avant de te quitter, je suis obligée de te poser cette question. Pourquoi garder des petits secrets comme ça dans ton tiroir alors que ça se trouve, c'est des histoires que la plupart des gens vont aimer ou qui attendent que ça, une nouvelle histoire, un truc qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui sort de ton esprit, qui est différent de celui des autres, justement. Pourquoi garder des trucs dans ton tiroir? Eh bien, la première raison, c'est que j'ai l'impression quelquefois que les gens, et même les éditeurs, ne sont pas prêts. C'est vraiment, oui, ils ne sont pas prêts. Premièrement, je sens, mon intuition me dit que ça ne va pas être pris parce que, bon, pour X raisons, des raisons politico-sociales ou autres, je ne sais pas, mais non. Donc, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je crois que ces romans que j'ai finis et que je n'ai pas publiés sont souvent une sorte de, peut-être de testament
je me dis, oui, je me dis, tiens, ce serait bien que, euh, pourquoi pas, ce livre sorte quand je ne serai plus là, ce serait bien, je sourirais là où je serais. Alors, je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je me presse pas parce que je me dis, j'en ai d'autres. Alors, je me dis, bon, on verra. Si vraiment il faut que je le sorte, je le sortirai. Mais sinon, on verra la suite. Des livres à titre posthume, c'est ça? Voilà, voilà. Et si tu pouvais nous donner un dernier mot pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais? Un À, mot de la pro- fin. à propos de tout, de rien, de De n'importe tout et de rien. Comment tu conclurais cette interview? Eh bien, je conclurai cette interview en disant que j'ai été agréablement surpris par cette émission. J'espère elle va se poursuivre, qu'il y a en Ontario français énormément de talent. Je crois que c'est l'avenir. Je suis persuadé que ce que nous vivons, tous ici, Nathalie, moi et les autres, c'est quelque chose qui va se poursuivre dans les siècles à venir, c'est-à-dire que nous sommes de plus en plus multiculturels, et ce qui veut dire que l'on doit s'ouvrir à l'autre. Et le fait que Choc FM fasse cette émission montre que Choc FM et bien d'autres ont compris l'importance de la diversité et ont compris que c'est incontournable. C'est quelque chose qui va arriver et que pour que ça arrive le mieux possible, il faut y participer. Et donc, les, les, les provinces ou les pays qui se referment se trompent. Espérons qu'ils vont changer, mais nous, on ne peut pas attendre. Alors, par conséquent, je suis très content et je vous souhaite bon vent. Eh bien, merci beaucoup Didier Leclerc pour ce bel entretien. C'était vraiment un plaisir d'être en ta compagnie aujourd'hui. Je rappelle d'ailleurs aux auditeurs de Choc FM 105.1 qui peuvent toujours trouver tes nombreux ouvrages, que ce soit sur Internet ou dans de nombreuses librairies, et que ça fera de très beaux cadeaux de Noël, d'anniversaire, ou de très beaux cadeaux justement à ceux qui ont envie peut-être de se lancer dans l'écriture et qui ont envie de découvrir des choses un peu différentes. Et de la belle écriture en français, justement, ça n'a pas de prix. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. C'était Nathalie Salmeron dans Nos francophones ont du talent, un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci Didier. Merci Nathalie.